Ça, c'est la première rangée, le VIP, là, tu sais. Ou ceux qui n'ont pas de problème de dos, un des deux. Donc, qui parmi vous s'est déjà senti vulnérable? Oh, yeah! Pas mal toutes les mains, parfait. Je dis ça, en fait, parce que là, en ce moment, je me sens extrêmement vulnérable. Parce que mon but, même si je suis devant vous, c'est d'être totalement et absolument inutile pour vous. Inutile parce que toute ma vie, j'ai eu peur d'être inutile. Toute ma vie, j'ai eu peur de ne pas avoir de rôle, de ne pas avoir de place dans la société, d'être personne, puis de passer invisible. Fait que toute ma vie, en fait, j'ai cherché des projets pour m'impliquer, pour faire une différence, pour aider les autres, puis être quelqu'un. C'est drôle parce qu'il y a 5 ans, la vie m'a donné mon rôle sur un plateau d'argent, en fait. Il y a 5 ans, ce qui est arrivé, c'est que je me suis cassé les 2 chevilles. Et donc, j'ai été en fauteuil roulant pendant 4 mois. 2 semaines à l'hôpital, 1 mois et demi en résidence pour aînés, parce que mon appartement n'était pas accessible. Alors oui, mes colocs avaient 90 ans, et oui, j'étais la mascotte de l'étage. La petite jeune poulette de 30 ans. Mais, et après ça, c'était le centre de réadaptation. Puis, donc, j'ai un peu vécu la réalité d'une personne handicapée. Je me souviens, il y a un soir, en fait, avec un ami, je voulais aller prendre une bière. Fait qu'on est sur Saint-Denis, puis on se dit, OK, voici la terrasse qui est accessible où je peux boire de l'alcool. Puis je savais que 2 coins de rue plus loin, il y avait le cinéma du quartier latin où les toilettes étaient accessibles. Je pouvais aller aux toilettes. Fait que je dis, parfait, je bois là, je m'en vais aux toilettes là. Fait que là, on part la soirée, on boit, toute l'équipe. À un moment donné, je dis, bon, OK, faut que j'y aille, là, parce que j'en ai pour une demi-heure. Et puis j'arrive devant le cinéma du quartier latin et les portes sont fermées. Parce que j'avais oublié de regarder les heures d'ouverture. Et passé 1h du matin, bien, le cinéma est fermé. Fait que là, je capote, là, je suis sur un nuit, puis là, je roule. Même tous les commerces sont fermés. Puis les commerces qui sont encore ouverts, bien, il y a une marche. Bien, il y a une marche. Moi, je suis en fauteuil roulant. Puis là, je réalise à un moment donné que la seule option qui me reste, là, ça va être de me pisser dessus devant tout le monde, sur Saint-Denis, à 1h du matin. Là, tu fais « Wow! » T'as une minute, là. J'ai 30 ans, je prends soin de moi, je m'habille bien, tu sais, je veux dire, il n'y a comme aucune raison que j'ai besoin de faire ça, là. Fait que là, je dis non, ça n'arrivera pas. Fait que finalement, je vois un restaurant que la marche est un petit peu plus petite. Je fais un wheelie avec la chaise roulante, je me tire à bras dans le resto, puis là, je regarde le gars, je mène, je dis, sont où tes toilettes? Qu'est-ce qu'il m'a répondu, vous pensez? Ils sont dans le sous-sol. Fait que là, t'es comme, non. Fait que finalement, l'histoire se termine bien parce que dans l'entrepôt, il y avait une toilette condamnée. Fait qu'ils ont tassé les mops, ils ont tassé pas de peinture, ma chaise a passé dans la porte, puis j'ai pu aller aux toilettes. Mais l'affaire, c'est que moi, c'est venu me chercher parce que moi, c'était temporaire, ça, c'était 4 mois. Puis cet événement-là, c'est venu chercher ma dignité à moi. C'est ma dignité à moi qui était touchée à cause de ça. Puis là, je me suis dit, dans la vie, là, il y a des gens, des dizaines, des centaines, plusieurs centaines de milliers de personnes au Québec qui vivent ça tous les jours, qui vont vivre ça toute leur vie, puis que toute leur vie, la marche va venir toucher leur dignité à eux. Fait que je dis, gars, j'ai compris, je sais qu'est-ce que je peux faire, je sais qu'est-ce que je peux changer de vie, je sais c'est quoi mon rôle. Fait que depuis 5 ans, en fait, je suis devenue hyperactive. J'ai fait On roule, j'ai fait Sésame, je donne des conférences à travers le monde pour l'accessibilité humaine. J'ai gagné des concours, j'ai été nominée à des concours, il y a eu plusieurs articles journaux. Il y a même Châtelaine, il y a 1 an et demi, qui m'a élue l'une des 10 femmes les plus inspirantes au Québec pour ce que je faisais. Fait que... Merci. Fait que pour une fille qui avait peur de passer en arrière du décor puis de la peinture, là, je pense que j'ai bien réussi. Mais la réalité derrière tout ça, c'est que le soir, quand je me couche, là, je stresse, je panique et des fois, j'en pleure. Je panique parce que si ma vie professionnelle est réussie, si ma vie publique est réussie, ma vie personnelle, c'est un foutu bordel. J'ai réalisé avec le temps que dans ma vie, c'était toujours en fonction des autres. J'ai commencé avec la family duty. J'étais l'enfant modèle, l'étudiante modèle, je suivais tout, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai mis ça de côté. Mais après ça, je suis tombée dans ma friend's duty. Là, j'étais la fille qui était toujours là, qui aidait tout le monde, qui a prêté de l'argent, toujours à mon détriment. Puis j'ai mis ça de côté aussi. Sauf qu'avec On roule était merveilleux à plein de niveaux, mais On roule,
c'est devenu ma society duty. C'est devenu 90 heures de bénévolat par semaine, 52 semaines à l'année, puis là-dessus, je me rajoutais un autre 20 heures pour payer mon loyer. Puis la réalité, c'est que je vais avoir 36 ans dans 3 semaines. Je suis célibataire depuis 8 ans. Pas parce que je veux être célibataire, messieurs, je suis là. Mon numéro de téléphone, non, pardon. Mais parce que j'ai pas le temps. Merci. J'ai pas le temps. Je sais pas où est-ce que je le mettrais dans le gars dans ma vie. Il y en a qui vont dire dans le lit, là, je comprends. Mais je vis sur un matelas depuis 6 mois parce que mon appartement est impacté dans ma cuisine parce qu'il y a eu des travaux et je n'ai pas pris le temps de finir ces travaux-là pour avoir un appartement en ordre. Je suis hyper endettée. Probablement que si je prends les 3 personnes dans cette salle-ci qui sont les plus endettées, bien, probablement que moi seule, je bats vos 3 ensembles de dettes au complet. Ce qui fait que je stresse hallucinamment à chaque mois pour payer le loyer. Cet été, j'ai été hyper malade, je suis tombée à 110 livres parce que depuis 5 ans, je pousse mon corps à des limites qui ne sont pas possibles. Puis finalement, j'ai complètement oublié c'est quoi avoir des temps libres, c'est quoi avoir des loisirs, parce que la seule chose que je connais dans ma vie, en fait, c'est travailler puis aider les autres. Fait que quand aujourd'hui, j'ai commencé en disant que mon but, aujourd'hui, c'était d'être inutile pour vous, mais c'est parce que pour la première fois, ou une des rares fois dans ma vie, je vais être utile pour moi en premier. Puis c'est difficile à dire, tu étais dans la scène, mais c'est ça pareil. Et c'est pour ça que je vous prends tous comme témoins, donc toute la gang, même ceux qui sont là-bas, qu'en 2018, je vais passer de ma society duty à pas ma me duty, parce que ça serait encore me voir comme une tâche de plus dans ma journée, mais de passer à me first, parce que techniquement, je dois être la personne la plus importante dans le monde, pour moi. En 2018, je veux avoir un conjoint. La file est là-bas tantôt. Je veux avoir un revenu stable qui rentre à tous les mois, qui fait que je peux me permettre d'avoir des temps libres, je peux me permettre d'avoir une bière avec des amis, je peux me permettre d'avoir une vie. Je veux un appartement en ordre, je veux un corps en santé, je veux une vie personnelle qui soit à la hauteur de ce que j'ai réussi à faire au niveau professionnel. Parce que j'ai fini par comprendre que c'était bien beau être utile pour bien du monde dans la vie, mais si à la base, je n'étais pas capable d'être utile pour moi-même, bien, je n'irai pas bien loin. Alors, merci d'être là. Vous en doutez peut-être pas, mais moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui a peur, mais qui a profondément peur. Si je devais vous illustrer cette peur, pour moi, c'est traverser un pont au-dessus d'une autoroute qui grouille de voitures et de trafic. Ça me donne le vertige, mais vraiment. La première fois que je suis allée à la fromagerie avec mon pot pour qu'on me serve mon fromage sans emballage, j'ai eu peur. J'ai eu peur de la maison jusqu'à la fromagerie. Puis je suis montée sur le pont. Puis j'ai eu mon fromage dans mon pot, sans emballage. Je l'ai traversé, ce pont. Puis vous savez quoi? Il s'est rien passé. Absolument rien passé. J'ai adopté le mode de vie zéro déchet, mais je vais vous avouer quelque chose. Le zéro déchet, c'est pas ma passion. Vous savez, cette passion-là qui vous donne des étoiles dans les yeux quand vous en parlez, c'est pas le zéro déchet. C'est la Grèce antique, c'est l'archéologie. Tout ça parce que quand j'avais l'âge de 10 ans, dans un concours à l'école sur la sécurité routière, j'ai gagné un livre sur la mythologie grecque et romaine.
Vous n'avez pas idée à quel point ce livre m'a transformée et a modelé les 30 premières années de ma vie. Au point où j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes amis pour aller vivre dans un pays que je ne connaissais pas, où je ne connaissais personne et dont je ne maîtrisais même pas la langue. On s'entend, il y avait un pont. J'ai même fait un PhD en archéologie. Et c'était ça, ma passion. C'était celle-là qui me donnait des étoiles dans les yeux quand j'en parlais. Aujourd'hui, avec ma famille, moi, aujourd'hui, dans la vie, je suis une communicatrice, je suis une professionnelle des communications. Puis dans ma sphère privée, avec ma famille, on a adopté le mode de vie zéro déchet avec mon conjoint, ma petite fille. Puis un jour, j'ai une amie qui me dit « Hey, pourquoi t'en parlerais pas? Tu pourrais en parler, t'avais un blog, pourquoi tu le reprendrais pas, tu l'as arrêté? Tu pourrais parler simplement de ce que tu fais, comment t'es une famille, une maman, zéro déchet, les petites choses qui fonctionnent, tes petits trucs. Puis ce qui fonctionne pas aussi, parce que les échecs, ça te sert toujours à trouver des solutions. » C'est comme ça que j'ai commencé à bloguer bien discrètement derrière mon ordinateur, sans trop de conséquences. Il y a 18 mois, une journaliste de la presse publie un article sur une famille zéro déchet en France et sur les livres qu'ils viennent de publier. Waouh! On en parle! Je suis super excitée. Mais, je me dis, pourquoi elle parle de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique? Puis vous entendez mon accent en plus. Pourquoi elle ne parle pas de ce qui se passe ici? On est quelques-uns blogueurs à parler du zéro déchet dans notre quotidien. Pourquoi elle n'en parle pas? Puis il y a une petite voix en moi qui a dit « appelle-la, dis-lui ». Moi, appeler une journaliste pour lui dire qu'elle a peut-être pas tout à fait poussé ses recherches. Je suis qui, moi, Laure, pour oser faire ça? Je vous rappelle, je suis une professionnelle des communications. J'avais peur d'appeler la journaliste. Mon père, qui aurait dû être là ce matin, m'a toujours dit, dans la vie, il y a ceux qui pensent, il y a ceux qui veulent, et il y a ceux qui osent faire. Oser, ça va peut-être être le défi le plus grand tous les jours. C'est peut-être celui qui va te donner les plus grandes peurs, mais si tu n'oses pas, tu ne sauras jamais si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Alors ma chérie, n'oublie jamais, en fait non, il m'aurait dit, ma bichette, n'oublie jamais, chaque jour de ta vie, d'oser. Eh bien j'ai osé, je l'ai appelée la journaliste. Puis c'est comme ça que je me suis retrouvée un matin d'été à la une de la presse. À côté de Céline. J'ai accepté et j'ai osé qu'on attire l'attention sur moi. Aujourd'hui, j'ai une tribune. Je suis la maman zéro déchet au Québec. Je suis parmi les blogueurs les plus influentes du mouvement. Mais c'est pas ça le plus difficile tous les jours. C'est pas d'aller à la fromagerie avec son pot pour demander à ce qu'on te serve sans déchets. C'est pas d'avoir une brosse à dents en bambou. C'est pas d'aller acheter son sac d'épicerie. En fait, d'amener son sac d'épicerie ou d'aller à la boulangerie le dimanche matin pour aller chercher les croissants pour le brunch dans un sac en tissu. Non, moi, le pont que j'ai à traverser chaque jour, c'est accepter qu'on braque l'attention sur moi. Mais pas sur le geste, sur la personne qui porte ce geste. C'est accepter que, d'une part, j'aide à porter le mouvement zéro déchet. Puis pourquoi je fais ça? C'est pour que moi, je prends tous les risques. Je prends toutes les craintes, tous les jugements des autres pour que vous puissiez demain adopter un geste zéro déchet et que ce soit banal, complètement banal. Alors oui, ça me fait peur. Puis des peurs, j'en ai de plus en plus grandes, de plus en plus hautes. Et pourtant, je les ai dépassées dans les derniers mois. J'ai accepté de rencontrer du monde
que je ne connaissais pas, mettre des inconnus ensemble pour faire avancer le mouvement. Et c'est ça, oser, c'est accepter qu'on peut avoir peur. Alors oui, j'ose pour que ce soit plus facile pour vous. J'ose pour vous, j'ose pour ma fille, j'ose pour demain, parce que c'est comme ça qu'on peut être un acteur du changement. All right. How many of you sometimes find it too difficult to watch the news and too painful? So I used to be the girl who looked down on that. I found it very hard that people would sometimes say, I can't, it's too sad, it's too painful. My parents were journalists, and we traveled around the world following the news. I was born in Rome, and when I was 6 months old, my parents decided it would be a fantastic idea to move to Buenos Aires, where there was a wonderful civil war occurring. And we spent the next 6 years while my parents covered the war. There are many stories, but one of them is that one morning when I went to my kindergarten, the monk who ran the kindergarten was found with his throat slit. Another one was that the penthouse we lived in, we came home one day and found that all the windows had been blown in due to an explosion in a building next door. So had we been home, I would not be standing here this morning. All this ended up moving us to Canada, which was definitely a good decision. But my father kept going. He was a foreign correspondent, and he worked in Beirut during Lebanon's civil war, in Cyprus, in India, in communist Poland. He might be here this morning, unusually. What it meant is that my brother and I would spend our holidays in places that people avoided, but also in places where the news was alive and very, very real. So even though sometimes I felt powerless about what was going on in the news, I really felt that the one thing that we could do was to show people the respect of knowing their stories, of knowing what they lived through. That was until the refugee crisis. I had been to Syria, to Damascus, 3 months before the civil war began, visiting family in Lebanon, and also my father and my stepmother were both refugees. So I was actually, in a sense, pleased that people were not turning away from the news this time. Now we were actually really watching and paying attention and caring. It's just that it went on, and and every day there were images of people drowning, of people dying at borders, and we shared them on Facebook. I don't know about you guys, but with my friends, that was how we coped. We shared and shared and shared, and this was how we showed that we cared. It was very important to show that we cared because we shared one other thing, which was a huge sense of powerlessness. The problem is that at some point, I felt like we had started to consume the news, and that instead of doing something about what we cared about, we replaced it by showing we wanted to do something. It was like an orgy of knowing. And I felt like we were drowning in news. I kept asking myself, what can I do? What can I do? And then Aylan Kurdi drowned, that 3-year-old boy that we all remember, whose body was found on a beach in Turkey. For many of us I know in this room, it was just no. So the next day I wrote an email to my friends and I said, I'm doing something. I don't know what. I replaced the question of what can I do by I am doing something. And that something turned out to be a dinner party for 50 people, for which I harassed everyone I knew. I called Adonis and said, I need ingredients to cook a Syrian meze for 50 people. I asked a friend I barely knew for her amazing apartment. I asked friends to cook. And I actually called a party equipment company and said, I need tables and chairs and knives and forks and plates and wine glasses. How do you feel about that? Could you drop them off and could you make it free? Yay. And they said yes. So we sold 50 tickets on Facebook. The room was full of strangers and friends. And before the dinner, I asked everyone to email me and tell me, why does this issue matter to you? A lot of people shared their stories. Most of us, many of us, some of us come from other places. And I printed each story and I placed one on each plate. And then during the dinner, halfway through the dinner, I did something I've always wanted to do but never dared, which was to make everyone stand up and change places. I said, please pick up everything you have. It's awkward.
Pick up your plate and your coat and your bag and go and sit, please, next to someone you've never met. Please sit next to a stranger. And those moments, that was a tiny, tiny tribute to people who had been displaced, who have had to flee their homes with minutes of knowledge, with everything they can carry, and that's it. I called that dinner Eat and Do Good. What it did, and what I didn't realize I was doing, is that it took the two things that had united us during the crisis, which was we care about this and we don't know what to do about it. And I had used them to do something that was good and that felt good. And we raised $7,000 for Médecins Sans Frontières that day. They were the... I believe, and I still believe this, that powerlessness is the one thing that unites us all. I think that if you are the person watching the news and you don't know what to do to help, you have that in common, this sense of powerlessness, with the person who is in the news and doesn't know how to get help. We live it in different degrees, but powerlessness is something that we struggle with. My idea is that if you put the people who need to be cared about in the room with the people who do care, we become an antidote to powerlessness together. And that's what We Do Something Montreal, that was my idea. It was the answer to the question, but what can I do? Do something. I didn't know what I was going to do. It just evolved. I also really wanted a new way to give. I'm not the girl who feels incredibly motivated by pressing a Donate Now button on a website, although it's a great thing to do and I will never dismiss it. And I also can't afford the charity dinner that's $1,000 a plate. So I needed something that was in between, and I knew my friends did too. So my idea was, let's, instead of asking people to change their habits and to spend money that they don't have, why don't we take their habits? Why don't we take the money that you spend on dinners, going out, or on dancing, or the fun things we like to do, and actually just use that money to do something useful. But you can still enjoy what you're up to. So we bake and do good, we mange and do good, we dance and do good. That's the idea. The other part of it is that I really wanted another way of giving that also wouldn't rely on pity or guilt. You and I are at the busiest points in our lives. I mean, we've got like dogs and jobs and responsibilities and abs we don't work out. There's a lot going on. And I think it's also the moment in our lives when we are the most aware of the rest of the world and we want to help. So there are these two opposing forces pulling at us. And we live with guilt. You know, we feel guilty about what we don't get done, and then we feel guilty about what we did get done, but not quite well enough. I believe that you do not have to feel guilty about how good your life is to improve someone else's. You are allowed to enjoy doing good. So in the past 2 years, We Do Something Montreal has held 12 events, and we've donated almost $65,000 to about 12 organizations. We've chosen these organizations, or I say we, but let's be honest, it's really me. It really is. Sorry. I don't mean that in a, wow, I'm so great way. I just mean like online, you're like, so we are, and you're going, uh-huh. I choose the causes that we work for based on, honestly, really a gut feeling very often. Some of it is based on just news I can't bear, and some of it is based on my community or my history. My grandmother committed suicide before I met her, and 2 years ago, a couple of my friends committed suicide within the same month. So, for example, I chose Revivre in February 2016 to do a dance party because they give tools to people who are struggling with mental illness so that they can live their lives and don't have to drop everything. I found that beautiful, this idea of empowering people even while they struggle with something. So there are 3 parts to what we do.
because I believe that how we give really is just as important as what we give. So the first thing is that we fundraise. Fun. Yes, not just funds. So we find organizations, good organizations, that know what to do about bad news. And we help them. We help them by donating the money that you spend. And that money always goes to something specific. I think it's nice to know where the money goes, not because we're cheap or because, you know, I need to know exactly what penny, but because there's a humanity in knowing that your money bought a van for the Native Women's Shelter. We've planted a garden and offered outings to homeless girls from Passage. We have allowed, there was a boy who committed suicide. This is during the Indigenous suicide crisis. The money that we raised for this conference, the only Indigenous suicide conference or for the prevention of Indigenous suicide, and we brought the whole family of the people who'd lost this boy from up north to Montreal to attend this conference. So they're not huge amounts of money, but they have a concrete impact on human beings. And that's, for me, very much the heart of it. The second thing that I do, is educate. I interview the people that run these organizations myself, and that's, I guess, how I get back to the journalistic backgrounds. I interview them, and I also interview the people who depend on the organization. I don't just want to see the official face. And this is sort of, it's the idea of sort of a Humans of New York approach, storytelling. Because I can talk to you about, you know, the refugee crisis or Indigenous suicide or the hurricane that hit Haiti. But if I tell you about my friend Beatrice, whose sister committed suicide, now you have a human on which to hook your curiosity. And that allows us to go behind the headlines and behind the news and makes us perhaps a little bit more curious. The third thing that we do, actually I should go back for a sec because I have to say the education part has changed my life. I've learned more in the last 2 years doing this than, you know, I learned about Canada's, I keep going back to this, but our Indigenous history from the director of the Native Women's Shelter. I walked out of the interview with her and just stood in the street going, how could I not have known this? How can I not know this? How is my daughter not learning in school what our country did to Indigenous people? It's crazy. And I always think if I haven't learned it, that means probably my friends don't know either. So that really motivates me too. Maybe I annoy them, I don't know. The third thing we do is connect communities. So I invite the people that we are supporting to be part of our events. Come and have dinner, come and let's be friends. We are equals, we are friends. I think being seen is a huge part of feeling human, and there are a lot of people who do not feel seen in this city and in our world. I don't want to give blindly. I want to make it easy for all of us together to give consciously and to know the names and the stories of the people that we're giving to. And I also think that is the best way to ensure that next time you read a headline about a group, you'll question your judgment. If you have an instinctive judgment about these others, you've heard enough stories perhaps by now through the work that we're trying to do that you'll question and you'll think, all right, that's weird, but let me ask myself a few questions and maybe attend an event where I can meet these other people. All of this really brings me back to where I started when I said that for me, ignoring the news is in a sense ignoring people who are living it. I think I've done this. I think I started We Do Something because I want us to turn towards each other. I want us to come offline and into reality and help each other and care about each other. I know we do, but I also know we're really, really busy. So the key is that I want to make it easy for people to do good. My goal and my dream is that we learn without feeling schooled, and that we give without feeling poorer. And also that we spend time with others and stop thinking of them as other, because that actually would reduce so much of the bad news in the world. People are good. You guys are good. Thank you so much. Thank you.
OK. Je suis vraiment en colère. Je suis en colère. Je suis en colère depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Comme angry since 1990. Je suis vraiment en colère. Je suis en colère parce que j'ai grandi à Anjou, dans le fin fond de l'Est de Montréal, puis mes parents ils ont eu la brillante idée de m'envoyer à l'école maternelle, au collège français, sur de Gaspé. Ça me prenait 1 heure pour me rendre à l'école. Au primaire, ils m'ont envoyé à l'Avenue des Pins. Ça me prenait 1 heure et quart pour aller à l'école. Au secondaire, ils m'ont envoyé sur Côte-Sainte-Catherine. Ça me prenait 1 heure et demie pour aller à l'école. Et angry since 1990. Puis là, pourquoi ils ont fait ça? Mes parents, ils voulaient que j'ai une bonne éducation. Puis c'est pas juste une question d'être éduqué. C'est une question d'être éduqué pour tailler ma place dans la société. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma mère, là, puis mon père, depuis que j'ai 5 ans, ils me disent, toi, Fabrice, ben, il va falloir que tu travailles 2 fois plus fort que tout le monde pour arriver au même résultat. Fait que tous les jours, depuis 1990, je me lève puis je me rends à l'école en me disant, il faut que je travaille 2 fois plus fort que tout le monde. Ben ça, en faisant ça, ça m'a mené à naviguer à travers les inégalités. Donc, j'étais à l'école au secondaire, dans un endroit qui ressemble à un temple gréco-romain. Alors que j'ai des amis là, qui ont été dans une école qui ne ressemble pas, qui est littéralement un bunker. Un endroit qui n'a pas de fenêtre. Moi, j'étais à l'école avec des professeurs et des directeurs d'école qui me disaient tous les jours que je faisais partie de l'élite de la société. Puis mes amis, leur école, ben, le taux de décrochage était de 58 %. 58 %, ça veut dire que vous deux, vous avez un diplôme. Puis vous trois, désolé. Parmi mes amis, j'ai la famille Coutu. J'ai la famille Chagnon qui ont fondé Vidéotron. Mais j'ai aussi des amis que vous ne connaissez pas, parce qu'ils sont morts de la criminalité. Puis c'est encore plus grave, parce que moi, ben, j'étais le noir parmi les privilégiés, puis j'étais le privilégié parmi les noirs défavorisés. Puis c'est ça qui m'a mis en colère. Il a fallu que je fasse de quoi? Là, je me suis dit une chose, ben, mon outil, c'est quoi? Qu'est-ce que je sais faire? Ben, moi, je sais coacher. J'ai coaché des jeunes toute ma vie depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Ben, pour moi, coacher, ça peut faire une différence pour quelqu'un. Ça fait une différence pour le terrain, mais ça fait aussi une différence dans la vie. De sorte qu'on gagne des tournois, mais on a aussi un diplôme. Mais pourquoi pas faire ça, si ça fonctionne pour les riches? Ben, faites-le pour les pauvres aussi. Fait que j'ai décidé de coacher dans les milieux défavorisés également. Puis là, ben, c'est 12 pour 3 points. Concept pour Robert Desbois. Un concept qui fonctionne pour les riches, puis de se dire, bon, mais si ça fonctionne pour eux autres, pourquoi pas pour les jeunes qui ont plus de défis? Puis non seulement ça, parce que je suis une personne privilégiée, ben, j'ai accès à des personnes qui ont des ressources. J'ai pratiqué 5 ans et demi comme avocat. Ben, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi leur vendre des services juridiques si je peux les rencontrer puis leur dire, ben, donne-moi ton argent, j'ai un programme, puis je vais aider les jeunes qui en ont besoin. C'est ça le concept Robert Desbois. Puis le concept, on l'a poussé plus loin. Parce que pour 3 points, forme des coachs maintenant qui interviennent comme des coachs de vie, des mentors pour les gens en milieu défavorisé. J'ai mon ami Ernest qui est dans la salle, qui fait partie de notre programme, qui a aussi fait Creative Mornings. Ben moi, je suis fier de pouvoir dire que par mon travail, j'accompagne un coach comme Ernest qui est extraordinaire puis qui multiplie son impact auprès des jeunes. Et c'est ça qu'on fait. Le pouvoir du 1. Mais c'est pas assez parce qu'en m'impliquant, j'ai découvert qu'on ne peut pas juste travailler avec un jeune, une personne à la fois. Je suis conscient des inégalités, ça me met en colère, ça fait en sorte que je m'implique plus, ça fait en sorte que je suis plus conscient des inégalités, ça fait en sorte que je suis encore plus en colère, puis je m'implique plus. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Imaginez le jour où j'ai réalisé que le travail de Pour 3 points qui relève la philanthropie, ben c'est un peu comme un outil du capitalisme qui produit des inégalités. Fuck! C'est tough, puis c'est lourd. Il y a des matins où j'ai le goût de puncher quelqu'un. Mais je peux puncher une personne. La faute, c'est au système. Il n'y a pas personne à puncher. Puis c'est décourageant. Heureusement, j'ai été capable de canaliser ma colère parce que j'ai réalisé qu'avec beaucoup de pouvoir, ben, viennent des responsabilités. Ça, c'est Uncle Ben qui l'a dit. Pas la marque de riz, OK? C'est pas la marque de riz, c'est l'ongle de Spider-Man.
Puis moi, ben mon pouvoir, c'est que je suis un pédagogue à la base. Je suis né pédagogue, j'ai grandi dans la pédagogie. Je suis conscient des inégalités parce que je navigue à travers depuis que je suis jeune. Et je connais les privilégiés, je comprends le langage des privilégiés. Et ça, c'est le pouvoir que j'utilise pour faire autant du travail terrain que des actions pour que les gens aient plus de conscience des enjeux. La semaine passée, après un party de Noël, j'ai pris un taxi à partir de René Lévesque. J'habite dans Villeray, j'ai décidé de rentrer chez moi. Ben, il fallait que je rentre chez moi à un moment donné. Et j'ai proposé au taxi de passer par un McDo, le McDo Rosemont, parce que j'avais faim. C'est ça qui arrive après les parties de Noël. Puis il a accepté, mais il m'a dit qu'il ne voulait pas attendre. Puis finalement, on s'est rendu au McDo, puis j'avais peut-être pas compris ce qu'il voulait dire parce que je ne voulais pas attendre. Lui, il voulait littéralement que je débarque du taxi rendu là au McDo. Puis moi, je pensais qu'il allait juste... Il ne voulait pas que ça dure trop rapidement, trop lentement, excusez-moi. Et on a eu un peu une petite mésentente où j'étais comme, ouais, le service à auto, il n'y a personne, ce ne sera pas long. Puis il a dit, non, je ne veux pas attendre, il y a d'autres clients. Puis là, il a switché. Puis il m'a dit, t'es un crise de nègre sale. Bizarrement, ça ne m'a pas dérangé tant que ça. Parce que c'est pas un chauffeur de taxi qui est le problème. C'est le fait que la société est organisée de manière à ce qu'un chauffeur de taxi s'autorise à dire des choses de même. Puis dans ma vie, bien ça ne dérange pas tant. Oui, ça irrite, mais ça ne dérange pas tant. Ce qui dérange, c'est les plus grandes agressions. C'est nos systèmes. C'est les règles formelles, informelles, nos valeurs, nos mœurs, nos habitudes, nos rapports de pouvoir qui font en sorte que la société est injuste. Quand c'est rendu que, à heure de grande écoute, 3 hommes blancs ne sont pas capables de reconnaître l'existence du racisme systémique, voilà. Voilà. Puis oui, ça m'enrage, mais je la canalise, cette colère-là, en me disant que j'ai un rôle à jouer. Puis c'est pour ça que je suis aujourd'hui chroniqueur. Parce que je me dis que sur la base de mon pouvoir, je suis capable de jouer un rôle en expliquant les inégalités. Parce qu'il y en a qui ne le font pas. Un exemple de ça, c'est la fois où j'ai été appelé à expliquer les inégalités à Occupation Double. 2 participantes d'Occupation Double, incluant la très jolie Joanie, ont entretenu des propos racistes dans l'émission, en fait, sur l'émission web. Donc, c'est ceux qui n'écoutent pas la version web, ça n'a pas passé là, ça passe. Ceux qui n'écoutent pas la version web, ça a passé sur le web. Là, j'ai un appel de Julie Snyder qui me demande de m'impliquer dans cette démarche-là. Puis j'ai réfléchi un peu, puis j'ai accédé de le faire à 3 niveaux. La première des choses, c'est que comme pédagogue, je suis capable d'expliquer à Joanie pourquoi ce qu'elle a fait est raciste. Et Joanie qui me dit, ben, je suis pas raciste, j'ai eu un chum noir. Je suis comme, au téléphone, là, 11h30 heure de Montréal, le soir, elle, 11h30 heure de Bali, le matin. Puis là, non, Joanie, tu peux pas dire ça. OK? Parce que moi, comme personne noire, quand tu me dis ça, ça m'offense. Et ça, c'est la sensibilisation que je fais un à un. Mais l'idée m'a été proposée aussi d'aller à l'émission, à OD+, à Heure de grande écoute, dans une émission où il n'y a pas vraiment de contenu. Mais d'en apporter un petit peu. Puis de dire, ben là, voici tel propos, ça c'était raciste. Puis ça l'était pas. Parce que je suis capable. Et non seulement ça, je suis aussi conscient du fait que, comme personne noire capable de parler, ça fait changer les mentalités des gens, juste par ma présence. C'est ça le fonctionnement de nos systèmes aussi. Puis finalement, on me dit, non, c'est pas assez, parce que l'entreprise de production a une responsabilité aussi. Et donc, je vais écrire une chronique le vendredi pour en parler. Puis là, ça fonctionne à 3 niveaux. Mais à travers tout ça, et j'ai l'air bien posé, j'ai l'air bien calme, mais je suis en colère. Je suis en colère. Puis, j'ai parlé de racisme beaucoup, mais c'est les inégalités en général. On est tous dans le même bateau, puis on combat tous les mêmes combats. Moi, je travaille sur le terrain. Je me tue à diriger une organisation. Je fais des chroniques pour expliquer, pour que les gens soient conscients de certaines choses dont ils ne le sont pas. Je ne peux pas faire beaucoup plus que ça.
Et vous, qu'est-ce qui vous met en colère? Merci.